Harare, la capitale zimbabwéenne, à l'ère post-Mugabe. Une année après la chute de l'ancien président, la situation économique du pays reste alarmante. L'inflation s'est établie à 20,9% en 2017 selon les chiffres officiels. Les produits de base comme le pain, l'huile et le riz sont rationnés alors que le pays, qui traîne une dette totale de 16,9 milliards de dollars, manque cruellement de devises étrangères pour importer des produits. Par ailleurs, l'argent liquide reste une denrée rare dans le pays, contraignant ainsi les Zimbabwéens à faire la queue pendant des heures devant les banques. Ce qui fait dire ici qu'un an après Robert Mugabe, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont même pas changé sur le plan économique. Les choses ont empiré. Si vous regardez le taux de change du dollar par rapport à n'importe quelle devise que nous disons que nous avons. Si vous regardez le niveau de l'inflation. Pour les Zimbabwéens, beaucoup de facteurs pourraient justifier ce statu quo. Nous avons encore les lois qui existaient à l'époque de Mugabe, des lois répressives et des lois qui ont tendance à dissuader les investisseurs. Les sanctions américaines qui pèsent encore sur des membres de la ZANU-PF soupçonnés de corruption expliqueraient aussi cette situation. Nous avons encore des problèmes parce que les sanctions sont toujours sur nous. Et le but de toute sanction est de détruire l'économie du pays sanctionné. Et ici, nous essayons de nous réveiller et quelqu'un nous pousse vers la tombe. Du côté de la ZANU-PF, on estime pourtant que beaucoup de choses positives se sont produites depuis que le président Mnangagwa est aux commandes. Pour le parti au pouvoir, l'économie zimbabwéenne montre des signes de croissance avec de nombreux étrangers intéressés à investir. Un avis qui ne fait pas l'unanimité. On a dit que le gouvernement du président Mnangagwa attire les investissements. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne le croirons que lorsque nous verrons les réalisations tangibles sur le terrain, lorsque nous verrons les effets positifs des investissements. En attendant ces effets positifs, le chômage plafonne autour des 90%, les pénuries sont toujours aussi intenses. Le nouveau départ tant attendu semble encore loin. Les perspectives de l'économie camerounaise sont encourageantes. Le Fonds monétaire international a décerné son satisfecit au pays de Paul Biya au thème de la 3e revue au titre de la facilité élargie de crédit, ce qui devrait ouvrir la voie à un décaissement de 46 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année. Sous réserve de la validation du conseil d'administration du FMI, ce décaissement va porter le montant décaissé en 2018 par le FMI au Cameroun à 85 milliards et un total de 245 milliards de francs CFA depuis le début de ce programme économique le 27 juin 2017. Selon la mission du FMI, le Cameroun tient bon malgré les retards accusés dans la mise en œuvre de certaines réformes. L'Institut international est parvenu à un accord avec les autorités du pays en ce qui concerne les mesures économiques et financières qui pourraient appuyer l'approbation de la 3e revue de leur programme triennal au titre de la facilité élargie de crédit et qui devrait être examiné par le conseil d'administration du FMI à la mi-décembre 2018. S'agissant des estimations du Fonds monétaire international, elles révèlent que la croissance économique globale du Cameroun devrait atteindre 3,8% en 2018 contre 3,5% en 2017. Cette légère reprise provient principalement des activités de construction liées à des projets publics d'infrastructure et à la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Selon le FMI, les perspectives à moyen terme restent globalement favorables et la croissance devrait s'affermir progressivement pour passer à 4,4% en 2019. Ces perspectives sont cependant exposées à des risques considérables liés à la montée de l'incertitude à l'échelle mondiale et à un ajustement insuffisant au niveau régional et à l'insécurité persistante dans les régions anglophones du Cameroun. Le FMI souligne par ailleurs l'importance de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances pour 2019 conforme aux objectifs du programme appuyé par la facilité élargie de crédit
et qui inclut des mesures fortes visant à accroître les recettes non pétrolières, à maîtriser les dépenses courantes, à établir un ordre de priorité pour les dépenses d'investissement et à limiter les procédures budgétaires exceptionnelles. Le FMI attire enfin l'attention des autorités camerounaises sur les risques que les prix administrés des services publics représentent pour la viabilité financière des principales entreprises publiques, tout en encourageant la libéralisation progressive de ces prix. Avec un taux de croissance du produit intérieur brut réel à 2,5% en 2018, puis à 2,7% en 2019, l'Algérie devrait, selon le Fonds monétaire international, enregistrer un ralentissement de sa croissance sur le moyen terme. Selon les données rendues publiques dans les perspectives économiques régionales pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le FMI souligne que le taux d'inflation devrait s'établir à 6,5% en 2018, puis à 6,7% en 2019 dans le pays. Quant au déficit budgétaire, il est anticipé à 7% du PIB en 2018, puis à 5,6% en 2019, tandis que le déficit de la balance courante s'établirait à 9% en 2018 avant de retomber à 7,9% en 2019. Afin de stimuler l'activité économique, l'Algérie a en effet augmenté ses dépenses. Ceci en s'appuyant en grande partie sur le financement monétaire compte tenu de réserves budgétaires limitées, le retour à un rééquilibrage budgétaire rigoureux étant prévu à partir de 2019. Cette option devrait stimuler la croissance en 2018. Pour les années à venir, où le pays envisage de recourir à une contraction budgétaire, un ralentissement marqué de la croissance non pétrolière devrait s'afficher sur le moyen terme selon le FMI. L'institution avertit néanmoins que la croissance de l'économie algérienne va surtout dépendre des coûts du baril de pétrole qui, après une reprise soutenue, ont perdu 1/5 de leur valeur en un mois. Le Brent se négociant à un niveau proche de son plus bas niveau depuis avril. Selon certaines sources, ces prix vont plafonner en 2018 avant de baisser progressivement jusqu'à environ $60 le baril d'ici à 2023. Une année après l'arrivée au pouvoir du président João Lourenço, l'économie angolaise peine à retrouver des couleurs. Ici au marché congolais de Luanda, les commerçants ne cachent pas leur déception, même s'ils saluent le bien fondé de certaines réformes engagées dans le pays. En ce moment, nous avons engagé une nouvelle dynamique, un travail de réorganisation pour nous débarrasser des vendeurs de rue. Nous avons déjà un plus grand marché officiel. Notre politique porte ses fruits. João Lourenço est au pouvoir depuis 1 an. Il a fait quelques réformes. Il a fait plus sur le plan politique. Sur le plan économique, nous voyons quelques petits changements dans la lutte contre la corruption. Mais même avec cela, nous ne ressentons pas les effets de ces mesures. En fonction depuis le 26 septembre 2017, João Lourenço, qui a hérité d'un pays qui traverse l'une des pires crises économiques depuis la fin de la guerre en 2002, a fait de la lutte contre la corruption sa principale priorité tout en s'engageant pour la diversification de l'économie angolaise qui dépend en très grande partie du pétrole. En effet, l'Angola, deuxième producteur de pétrole d'Afrique, a subi de plein fouet la chute des cours du baril dont il tire 70% de ses recettes fiscales. Conséquence, la production pétrolière est ralentie et l'indispensable diversification économique n'a pas vraiment démarré. In Angola, you have to create so many. Ici, en Angola, il faut créer plus d'opportunités pour les étrangers parce que bien des pays ne peuvent pas vivre sans les étrangers. Il faut créer encore plus d'opportunités pour qu'ils investissent dans votre pays. En attendant le miracle économique promis, la devise angolaise poursuit sa dépréciation et l'inflation qui a dépassé les 24% n'est pas contenue. Le pays s'est tourné fin août vers le Fonds monétaire international FMI pour solliciter un prêt de 4,5 milliards de dollars. Et début septembre à Pékin, le président Lourenço a exhorté la Chine à augmenter ses investissements. 104 milliards de shillings, soit 900 millions de dollars US,
Ainsi se chiffrent les recettes d'exportation générées cette année au Kenya par le sous-secteur horticole sur la période allant de janvier à août. Ces données rendues publiques par le Bureau kenyan des statistiques correspondent à une hausse de 33% par rapport à la somme perçue un an plus tôt à la même période. Cette performance est principalement stimulée par le segment des fleurs coupées. Cette catégorie de produits a rapporté à elle seule 76,9 milliards de shillings, soit 114% de la manne financière totale et 38% de plus qu'en 2017. Avec une contribution de 16 milliards 900 de shillings, les expéditions de légumes occupent la deuxième position. En ce qui concerne les expéditions de fruits, elles ont engendré 10 milliards 100 de shillings. Avec un bond de 41% de la valeur des ventes comparativement à 2017, cette dernière catégorie a enregistré ainsi la plus importante progression dans le sous-secteur horticole pour la période allant de janvier à août. Globalement, la dynamique haussière de l'horticulture kenyane pourrait se poursuivre dans les mois à venir, particulièrement au niveau des fleurs coupées, à la faveur du lancement par la Kenya Airways de vols directs vers New York. Pour rappel, l'horticulture a fourni 1,15 milliard de dollars US à l'économie kenyane en 2017. L'aide publique au développement accordée par les pays avancés aux pays pauvres s'amenuise. C'est ce qui ressort du rapport sur les perspectives mondiales du financement du développement durable 2019, rendu public par l'Organisation de coopération et de développement économique. L'OCDE alerte sur la chute du financement extérieur aux pays pauvres qui pourrait impacter négativement la réalisation des objectifs de développement fixés pour 2030. Globalement, l'investissement direct étranger à destination des pays en développement a chuté de 30% sur la période 2016-2017 et le financement de projets a baissé de 30% au premier trimestre de 2018. Parallèlement, le financement extérieur global a chuté de 12% sur la période 2013-2016, jetant ainsi de sérieux doutes sur la capacité de la communauté internationale à atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cette régression intervient, selon l'OCDE, dans un contexte où les besoins de financement à l'appui du développement durable augmentent sous l'effet de la croissance démographique, des conflits ou de la dégradation de l'environnement. Elle vient contredire la promesse faite par les pays avancés en 2015 d'augmenter leur financement en se servant de l'investissement privé. Raison pour laquelle l'OCDE exhorte les pays donneurs à une refonte du système de financement du développement dans le but de renforcer la transparence, de définir des normes internationales claires et de donner aux pays destinataires les moyens de procéder à des choix optimaux. Pour l'OCDE, il est aussi impératif de faire plus pour mesurer l'impact et non plus seulement le volume du financement du développement et de permettre une interaction plus stratégique entre les fournisseurs, les intermédiaires et les bénéficiaires de sorte que chaque dollar dépensé produise le maximum d'impact. Pour leur part, les pays bénéficiaires des financements sont appelés à intensifier les efforts pour la mobilisation des ressources intérieures, d'une part, et à déployer des mesures incitatives aux investissements des diasporas, d'autre part.